Vous écoutez la story issue de l'épisode S501 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 15 septembre 2022. La story vous est présentée cette semaine par le laboratoire photo Whitewall. Quel angle vous avez adopté finalement pour traiter de cette couverture qui est compliquée? On est encore en plein conflit, c'est difficile d'avoir des diversités de points de vue. En fait, ça a été assez facile parce que quand j'ai d'abord mi-mars, quand j'ai vu l'histoire de Maloletka et Chernov, ces deux journalistes de Associated Press qui avaient quitté Mariupol dans des conditions un peu rocambolesques, moi j'ai eu envie de les avoir. Donc ça s'est imposé à moi parce que c'était le coup de l'année. Ensuite, quand j'ai vu Béréoulac dans le New York Times, j'ai appelé Daniel que je connais bien en lui disant j'ai vu ce que tu as fait dans le journal, je suppose que tu as plus, donc envoie-moi. Et il m'a envoyé et donc j'ai montré tout ce qu'il y avait à montrer. Et ce que je dis, c'est que aussi bien avec Maloletka Chernov qu'avec Béréoulac, d'habitude je m'auto-censure, c'est-à-dire que j'évite de montrer des photos trop violentes. Et là, cette année, je me suis dit que devant l'horreur de ce que je voyais, je devais montrer tout. Et je pense qu'à Boutcha, à Irpin, c'était difficile de ne faire que suggérer. Il fallait montrer. Et c'est ce que j'ai fait. Et il y a autre chose que vous montrez qui est très fort, je trouve, qui est très important, c'est le point de vue russe qu'on voit rarement, d'Elena Tchernyshova notamment. Est-ce que vous avez eu des difficultés à obtenir ce genre de témoignages? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup, comme il peut y avoir des tonnes de dossiers peut-être sur l'Ukraine? Non, il y a eu très peu, moi j'ai eu très peu de propositions du côté russe. Maintenant, quand Elena, j'ai vu quelques photos dans le Figaro Magazine, sous un pseudo, et je savais qui était derrière ce pseudo, et donc j'ai appelé Elena en lui disant que j'aimerais bien voir l'entièreté de son boulot. Et quand elle m'a envoyé, je me suis dit que c'était vraiment important de montrer ça. On a consulté des avocats à Moscou, à Paris. On a vraiment pesé chaque mot. Alors bon, on sait que les Russes savent qu'elle est ici chez nous, mais on fait attention, on la met pas sur les réseaux sociaux, on fait pas d'interviews, à moins, et c'est rare que je dise ça, à moins qu'on puisse les relire, parce que, si vous voulez, moi je veux bien prendre le risque qu'Elena Tchernyshova se prenne une amende, ça je peux le gérer, je gérerai pas qu'elle se retrouve en prison pour 7 ou 10 ans, et donc on a pris toutes les précautions. Maintenant, moi je trouve que son boulot est important parce qu'elle montre que l'opinion publique russe, dans sa grande majorité, soutient Poutine, mais elle montre aussi les opposants. Enfin, ils en ont arrêté 13 000 en un seul jour, et je trouve qu'Elena est extrêmement courageuse, et qu'elle soit ici, j'en suis très heureux pour elle et surtout pour nous, parce que c'était pas gagné, mais je trouve que ce contre-pied de l'invasion russe était important à montrer. Un autre sujet très fort et qui vous tient à cœur, c'est l'expo consacrée à Eugene Richards. Qu'est-ce qui vous a séduit et qui vous a invité à le contacter et à produire plus d'images, montrer plus d'images, à construire cette série? En fait, le fils de Eugene, Sam, a proposé à son père d'ouvrir un compte Instagram. Évidemment, je m'y suis abonné parce que pour moi, Eugene est je dis ça, c'est pas. Je trouve que Eugene est le plus grand photographe du monde aujourd'hui. Enfin, en tout cas, dans mes critères, c'est. Et quand j'ai vu ce qu'il postait sur Instagram, j'étais absolument bluffé. Et puis, au bout de quelques semaines, je l'ai appelé, je me souviens très bien, un soir à 22h, heure de Paris. Et je lui ai dit, écoute, c'est magnifique ce que tu fais. Je pense que ça ferait une bonne expo. Et il m'a dit, mais tu crois ça? T'es sûr de toi? Je lui ai dit oui. Et donc, j'étais tellement heureux de
de voir ces images, je trouvais que c'était un tel cadeau que j'ai eu envie de faire ce cadeau au public du festival. Et je dois dire que cette exposition rencontre un succès incroyable parce que il y a de la poésie, il y a de la tendresse, il y a de l'empathie. Enfin, c'est des petits bijoux. Chaque photo est ciselée comme un bijou. Et, moi, j'avais pas à me le prouver, mais ça prouve bien que Eugene est le photographe référent. Et bon, moi, mon histoire avec Eugene, elle date d'il y a très longtemps. Hein. C'est pas la première fois qu'il vient à Perpignan. C'est un ami, Eugene, et j'ai un immense amour, un immense respect pour ce monsieur. Et par exemple, on avait prévu une conférence avec Eugene. J'ai 2 conférenciers, Vincent Joly et Caroline Laurent, qui me font toutes les conférences tous les ans et qui sont là fidèles, etc. Et c'est la première fois que j'ai décidé de faire une conversation avec Eugene parce que je pensais que j'étais le seul à avoir cette complicité, cette tendresse et puis cette légitimité, parce que je pense de façon très prétentieuse, mais je pense que je connais son boulot mieux que personne, quoi. Dernière question, Jean-François, c'est concernant l'affaire The Book of Veles. Vous revenez dessus au travers d'une conférence, vous convoquez Adobe, Google pour essayer de décrypter un petit peu ces histoires de fake news. Quel est le sentiment qui vous habite un an après ça ? Est-ce que vous l'avez toujours mauvaise, entre guillemets, parce que vous étiez quand même un petit peu blessé peut-être, non, par rapport à ce qui s'est passé ? Comment vous percevez ça un an après ? Je suis toujours blessé parce que, si vous voulez, Jonas Bendixen est un photographe que je connaissais, que j'ai exposé, que j'ai projeté, etc. Donc j'estime qu'il a abusé de moi. Donc cet après-midi, j'ai envie de raconter mon point de vue, parce que si Jonas était venu me voir en me disant regarde, j'ai monté un coup bidon, je l'aurais montré, mais en expliquant après, on s'est fait avoir, on vous a eu, mais on va vous expliquer la jeunesse du truc. Est-ce que là, il me laisse m'enfoncer, et puis 15 jours après, il envoie son communiqué de presse, et il me l'envoie comme à tous les autres, sans... Enfin, oui, j'ai été très blessé, j'ai été... en plus, j'ai envie de dire que je trouve qu'il a rien prouvé, parce que c'est absolument... C'est tellement... Si ce mec avait eu des couilles, il aurait été proposé son sujet au New York Times, au Washington Post, où ils ont des fact-checkers. Nous, on est une toute petite équipe. Moi, je sais que j'ai marché parce que c'était Jonas et parce que je lui faisais confiance. Donc, il a abusé de ma confiance et j'ai envie de raconter mon histoire. Parce que il m'a abusé, il a abusé l'agence, il a abusé l'éditeur, il a abusé mon public. Et donc, ouais, voilà, j'ai envie... c'est une histoire que j'ai oubliée parce que je pense qu'elle nous a pas fait vraiment du mal. Mais, je veux dire, au niveau de... Je crois qu'on a une réputation depuis 34 éditions d'honnêteté, de rigueur et de... je veux dire, mais il y a des tas de photographes, je sais pas, je pense à Pascal Met, Paolo Pellegrini, etc., qui m'ont dit que des fake news, ils pouvaient m'en fabriquer 10 par semaine, quoi. Donc, il nous a eu, mais bon, voilà, j'ai envie de raconter l'autre côté, parce qu'il a fait le beau en disant, ouais, j'ai prouvé que les fake news et qu'il fallait être... Enfin, voilà, il a rien prouvé du tout, il a prouvé qu'on pouvait pas lui faire confiance et qu'il était capable de trahir ses amis. Voilà. Quel personnage, ce Jean-François Leroy. Il est impressionnant, hein, avec sa grosse voix. Alors bon, il fait doucement sourire, hein. Il dit qu'il a oublié l'affaire avec Jonas. Il fait quand même une conférence. Tout ça, ça a l'air quand même très, 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 très encore bien présent, cette affaire-là. Non, la vérité, c'est qu'il est très rancunier. Il est toujours très blessé, il le dit. Il n'y aura aucune chance de voir les deux s'exprimer face à face autour d'une table. Pour le moment. C'est pas possible. Je crois que il le dit aisément. Il a dit en public, il a dit qu'il y tenait pas.
Je pense que la rancune est tenace. Maintenant, ce qui s'est dit autour de cette table ronde et ce qui est très important, parce que les fake news, ça touche la photographie, ça touche tous les gens qui peuvent voir des réseaux sociaux. Enfin, en fait, ça nous concerne vraiment tous. Ce qui était vraiment bien autour de cette table ronde, donc, c'est qu'il y avait Jean-François Leroy, il y avait Mathieu Pin, qui est animateur de l'émission Vrai ou Fake sur France Info. Il y avait un membre de Google News Lab et Santiago Lyon, qui travaille chez Adobe, qui a présenté un projet de logiciel qui vise à essayer d'authentifier ou de tracer les modifications qui seraient faites sur une image pendant le processus. Genre dans les métadonnées. Absolument, comme ça, absolument. Ouais. Et donc de créer une norme de métadonnées qui s'appelle C2PA, qui sera normée et qui sera proposée en open source à l'issue de ce projet qui est encore au stade de bêta-test. Il y a 700 personnes qui y sont dessus. Il est déjà intégré à Photoshop. Et ce sera une solution proposée à tout le monde, à nous tous, et qui permettra d'avoir des filtres et de vérifier l'authenticité d'une image. Alors, il nous a fait une démo avec les pyramides d'Égypte sous la neige et montré les différentes étapes de post-prod qu'il y avait eu dessus. Mais sur les trucs un peu subtils. C'est absolument là que ça se joue, quoi. Et par exemple, les équipes de Visa auraient certainement été très heureuses d'avoir cet outil, peut-être il y a un an, quand elles ont été dupées par le travail de Jonas Bendixen, qui avait quand même floué, rappelons-le, Visa pour l'image, mais aussi l'agence Magnum et son éditeur. Voilà. Donc c'est une solution qui pourra être utile vraiment à tous, qu'il faut suivre de près, parce que quelque part, les fake news, ça nous concerne tous, et la post-production, c'est quand même un sujet important pour les photographes. Toi, Florence, quel est ton degré de retouche? Qu'est-ce que tu t'autorises et jusqu'où tu vas? C'est vrai que j'essaie d'avoir toujours une approche assez naturelle dans mes retouches, sauf en concert peut-être, où là, on peut jouer avec les lumières et créer des ambiances, mais... j'enlève rarement des éléments sur une photo, ou j'en rajoute rarement aussi. J'enlève si vraiment ça attire l'œil et des éléments dérangeants, etc. Mais la photomanipulation, j'en fais très rarement en fait. Là, on a beaucoup parlé de Visa, donc un festival sur le photojournalisme. Tu sais, tiens, d'ailleurs, s'il y a des festivals où on peut voir de la photo de concert? J'en sais absolument rien, mais ce serait très intéressant en tout cas. Tu as entendu parler de quelque chose, toi, Benjamin? Non, mais après, sur certains festivals, il peut y avoir parfois de grandes bâches ou de grandes affiches où certaines photos sont mises en avant, par exemple. Ça t'est arrivé, toi, ou... Je crois en avoir déjà vu, mais je pourrais pas dire sur quel festival, mais ça peut arriver, oui, je pense, ouais.